accueillis pour cette présentation qui a été décidée quasiment au dernier moment. Concernant les travaux de numérisation 3D qui ont lieu actuellement dans la grotte Cosquer, dans les Calanques. On va vous présenter rapidement la grotte et puis les travaux qui sont faits en ce moment. Et bien conscience qu'on est en plein dans la phase de numérisation. Donc ce que je vais vous montrer, c'est du temporaire, des documents effectivement de travail. Le travail de numérisation n'est pas terminé. On est même quasiment dans la première moitié, on va dire, mais on a la possibilité aujourd'hui de vous présenter quelques résultats. Et je crois même que vous êtes les premiers à pouvoir les découvrir. Je vais d'abord me présenter. Je suis Bertrand Chazali. Je suis ingénieur géomètre topographe dans la société Furo. Et je dirige les opérations de numérisation 3D qui ont lieu dans la grotte depuis maintenant 2017. Opérations qui sont menées avec Luc Vandrel, qui est à mes côtés, plongeur scaphandrier, et qui est responsable des interventions dans la grotte depuis 1995. Luc fait partie de la société Imadras. Imadras et Fugro, qui sont deux entreprises qui ont remporté le marché de numérisation, qui est piloté par le ministère de la Culture, notamment Delphine Lecouvreur et Michel Olive, qui sont nos deux correspondants au sein du ministère. Je vais laisser la parole à Luc, qui va vous faire une présentation générale de la grotte pour les personnes qui ne connaissent pas bien la grotte, pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite je reprendrai la parole pour vous présenter d'abord ces travaux de numérisation, et puis on terminera par une petite démonstration des données que nous avons pour l'instant recueillies dans ce domaine. On poursuit le thème du colloque, on commence par le réel et après on aura le virtuel. Alors la grotte Cosquer a été déclarée par le plongeur cassidien Henri Cosquer en 1991. Si on observe la carte qui est présentée avec les 25 sites d'art pariétal les plus significatifs d'Europe, on s'aperçoit que la grotte Cosquer est une particularité. Elle est la seule grotte française à l'est du Rhône. La plupart des autres sont centrées sur le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Elle fait quand même partie du trio de tête des grottes françaises avec Lascaux, Chauvet et Cosquer, et du quatuor, on va dire, européen, en rajoutant Altamira, qui les Français l'oublient souvent, est la première grotte avec de l'art pariétal. C'est même la découverte de l'art pariétal se fait à Altamira. Et ensuite, Lascaux. C'est pas Lascaux qui a été la première grotte connue. Donc la grotte, comme je vous le disais, est en plein parc national des Calanques, au milieu du littoral des Calanques, entre Cassis et la Pointe Rouge. Vous apercevez le cap Morgiou sur cette image. L'entrée de la grotte se situe où la pointe la Flèche Rouge. Le cap Morgiou qui est face à vous sépare la calanque de Morgiou à gauche de la calanque la calanque de Sormiou à gauche de la calanque de Morgiou à droite. La grotte est donc dans la calanque de Morgiou. Vous apercevez en arrière-plan, sur le petit sommet un peu plus foncé, Notre-Dame de la Garde, et au fond, la ville de Marseille, avec cet incroyable mariage marseillais de la seconde ville de France avec un des plus grands parcs nationaux d'Europe. Alors, que se passait-il pendant que les hommes fréquentaient la grotte Cosquer? Eh bien, on était en pleine glaciation, et lors du maximum glaciaire, qui sera la deuxième, on va dire, phase climatique affrontée par les hommes lors de la fréquentation de la grotte Cosquer, l'Europe ressemble à peu près à ce que vous voyez.
c'est-à-dire une calotte glaciaire très importante qui descend sur tout le nord de l'Europe, qui recouvre les 3/4 des îles britanniques, qui recouvre la Suède avec un point culminant à 2500 mètres d'altitude, une véritable montagne de glace. La mer du Nord et la Baltique sont gelées. Les glaciers alpins descendent presque au littoral. Ceci va contraindre un petit peu la séparation de deux mondes, l'Est et l'Ouest de l'Europe, avec un petit peu le Rhône comme axe de séparation culturelle. Alors dans la grotte Cosquer, actuellement, les dernières datations nous donnent une fréquentation à peu près continue, on a des dates sur toutes ces périodes-là, entre 33 000 ans avant le présent et 19 000 ans. Alors la première période climatique et chronoculturelle est celle du Gravétien, qui correspond à la phase climatique du pléniglaciaire moyen. Entre 33 000 et 26 500, c'est la période où le climat se dégrade, est assez chaotique. Il y a des petits réchauffements, des grands refroidissements, et petit à petit, le climat se détériore, et on peut le lire aujourd'hui dans l'extension des inlandsis, c'est-à-dire des calottes glaciaires et des glaciers de montagne. Plus la glace est stockée, plus l'eau est stockée en glace sur les terres, moins il y en a dans les océans. Donc on peut estimer qu'à cette période-là, qui est la première grosse période de fréquentation de Cosquer, le niveau marin était à peu près 120 mètres plus bas. À partir de 26 500, là je vous donne des données en âge calibré, donc c'est à peu près comparable aux années du calendrier, et des données actualisées. Donc à partir de 26 500 à 19 000 ans, c'est le pléniglaciaire supérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le maximum glaciaire. Les glaces sont à leur état de dilatation maximale, les calottes glaciaires sont au plus étendues, ça sera la période la plus étendue de cette glaciation, idem pour les glaciers de montagne, et le climat est relativement stable, il est glacial. Ensuite, à 19 000, le réchauffement commence et le niveau marin remonte. Il y a 10 000 ans, l'entrée de la grotte Cosquer est scellée par la mer, aujourd'hui elle est à 37 mètres sous la mer. Il y a 7500 ans, aux alentours de 8000, on va dire, la montée des eaux ralentit. On arrive à une stabilité vers 2-3 000 ans avant le présent. On a une reprise du rehaussement marin il y a à peu près 200 à 150 ans. Et pour le cas de la grotte Cosquer, on a une accélération et un rehaussement du niveau marin dans la grotte depuis 8 ans, qui est assez rapide. Voilà comment les hommes ont dû voir ce cap Manjou, avec le mont Puget qu'on voit en arrière-plan, qui devait être une montagne assez glaciale, dans laquelle on trouvait du chamois, du bouquetin, de l'antilope salga, une faune donc de montagnes froides, qui sont représentées dans la grotte. Des plaines littorales, aujourd'hui c'est le plateau continental qui est immergé, sur laquelle devaient paître tous les grands herbivores, qui sont également dessinés dans la grotte, du bison, du mammouth, du bison, du cheval, de l'auroch, du cerf mégacéros. On a donc une zone particulièrement favorisée, puisqu'on a un biotope de montagne, un biotope de plaine, et bien sûr un biotope littoral, avec en plus des fosses abyssales au littoral à ce moment-là, ce qui permet des activités éventuellement halieutiques importantes, et notamment de la collecte de coquillages. Le littoral apportait aussi énormément de ressources, bien sûr. Alors, avant le virtuel, on rentre dans le réel. La grotte Cosquer, on a les bisons qui sont représentés en 3e position par nombre dans le corpus de la grotte. Je vous ai choisi une photo avec Bertrand à côté pour que vous ayez une notion d'échelle. Vous voyez ici un bison tourné à gauche avec... on aperçoit les deux yeux, il est un petit peu en position de 3/4. Il n'a pas d'antérieur, il est assez détaillé et qui est daté à peu près à 20 000 ans. Un deuxième bison qui est à côté, qui respecte les mêmes conventions stylistiques, pas d'antérieur représenté, un profil
ils sont vraiment très proches. Il y a disons 3 mètres à peu près entre les deux sur la même paroi. Et celui-ci est daté à presque 31 000 ans. Des chevaux. Alors ça, comme presque toujours dans l'art pariétal, c'est le cheval qui est prédominant dans les représentations. Donc là, vous avez le célèbre panneau des chevaux. Vous apercevez la problématique du niveau de l'eau. Là, l'eau est au pied du panneau. D'autres chevaux qui ont un petit peu évolué, sont plus jeunes. Un cheval aussi. Un bouquetin. C'est une scène, c'est un petit peu plus rare, puisque c'est un bouquetin qui est agenouillé. Il est sur ses antérieurs, il est en train de se relever. Un cerf en avant-plan, donc celui-là c'est un cerf élâtre, c'est un cerf rouge, espèce qui existe encore aujourd'hui, suivi par le cheval que vous avez vu tout à l'heure. Et si vous regardez bien au milieu de l'image, sur la stalagmite tronquée, voilà, merci Bertrand, qui est ici, vous avez une tête de cheval qui, elle, est d'époque gravétienne, alors que le reste de l'ornementation est épigravétienne, donc est beaucoup plus jeune. Des mains négatives en quantité. Là, vous avez une très jolie draperie avec tout un tas de mains. C'était un petit peu acrobatique, je pense, pour les hommes d'aller le faire, puisqu'on a un apic juste au pied du massif. Nous, aujourd'hui, si on tombe dans l'eau, on se fait pas mal, mais eux faisaient une chute de 19 mètres. Vous voyez également, j'en profite pour la suite, Bertrand qui est en train d'observer si on peut poser le scanner pour la prochaine station sur le petit trottoir immergé blanc qu'on aperçoit dans l'axe du faisceau de la lampe. Vous voyez, parfois c'est très acrobatique d'aller numériser à votre scanner. Pas mal de mains aux doigts incomplets. Dans le cas de la grotte Cosquer, on a expérimentalement testé un petit peu l'effet pochoir. Et il est clair que, en tout cas dans le cas de la grotte Cosquer, les doigts sont repliés, il ne s'agit pas de mutilation volontaire ou pathologique. Là, on voit tout un ensemble de mains, c'est le secteur des mains noires, il y en a une très grande quantité. On a en tout plus de 70 mains négatives dans la grotte Cosquer, entre des mains rouges et des mains noires. Alors la grande particularité de la grotte Cosquer, ce sont les animaux marins. Ici, vous voyez 3 pingouins, 2 affrontés, très probablement des mâles au printemps, au moment de la reproduction, et le troisième qui est très abîmé est probablement la femelle. C'est une scène assez classique. La femelle attend de savoir qui est le vainqueur, dont elle aura les honneurs. Des phoques. Alors là, un phoque très schématique au-dessus d'un bouquetin. Les phoques sont jamais représentés seuls, ils sont toujours associés à du bouquetin ou du cheval. Un phoque un petit peu moins schématique, un peu plus stylisé, avec la moustache vers le bas, ça le rend un petit peu plus sympathique. Les méduses, sur la partie gauche. Un cerf gravé, alors évidemment le plus gros du corpus est en gravure, mais les gravures, je vous laisse comprendre la difficulté de leur lecture parfois. Alors la grotte Cosquer a été protégée par la mer. Là on voit une coupe nord-sud sur l'axe central à partir du siphon d'accès. Il y a 10 000 ans, donc, la mer va sceller l'entrée de la grotte et la protéger, du coup la préserver. Mais ensuite, malheureusement, aujourd'hui, l'entrée est à 37 mètres. La mer a envahi la grotte. Et aujourd'hui, quand on parle de la grotte Cosquer, on a tendance à oublier qu'on ne parle jamais des 80% qui ont disparu. Il nous reste 20% de la grotte Cosquer. Actuellement, seules les parties blanches sont hors d'eau. Alors, le principal danger est lié donc au mouvement au rehaussement marin, donc à l'eustatisme. Et ça nécessite de grandes campagnes de surveillance et bien sûr de grande compréhension de ces phénomènes pour avoir des actions positives en conservation. Au-delà de ce problème de montée des eaux, vous voyez sur la deuxième image en haut à gauche, l'image centrale à gauche, vous voyez très bien le décapage de la paroi par la stagnation du plan d'eau.
et l'érosion en dessous est assez élevée et assez rapide. Ensuite, on a un deuxième risque qui a été très vite identifié, notamment par Jacques Collina ici présent, qui est celui de la fragilité structurelle. Vous voyez au milieu de l'image une concrétion qui est cassée, décalée et décollée. Donc, ce qui sous-entend que le plafond et le plancher vivent des aventures parfois un petit peu différentes. De l'autre côté de la grotte, au contraire, on a des compressions et des piliers qui éclatent. Cette fragilité, en plus associée à une sismicité très active sur la région, puisqu'on est proche de la faille de la Durance, nous amène aujourd'hui à aller faire des contrôles systématiques dès qu'on a des secousses au-delà de 3,5 sur l'échelle de Richter, ce qui arrive très souvent. Et ensuite, bien sûr, c'est la Méditerranée qui est dans la grotte, donc on a des risques majeurs de pollution marine. Sur l'image en bas à gauche, c'est à un moment T que j'ai choisi au moment où je vais à la carte, c'est la circulation des bateaux qui transportent des matières dangereuses sur la Méditerranée. Alors vous voyez qu'on est quand même dans une zone en grand péril d'un accident, d'une fortune de mer qui cause une pollution marine colossale. Ensuite, pardon Bertrand, si tu peux revenir une seconde, ensuite c'est une vue d'un des émissaires des égouts de Marseille et de 17 communes raccordées qui se jettent à moins de 2 km à l'ouest de la grotte et qui par Mistral les effluents rentrent bien dans la grotte. Et ce qui est nouveau depuis quelques années, une pollution aux microplastiques qui viennent impacter, qui sont soulevés par le plan d'eau et qui restent sur les concrétions, sur les parois et parfois sur les œuvres qui ont été atteintes qui ont été mouillées par la mer. Voilà pour cette présentation du virtuel, je crois. Je vais reprendre la main. On a une petite vidéo un peu plus tard. Donc, vous l'aurez compris, il y a des besoins urgents concernant l'étude et la conservation de la grotte. Ces besoins, c'est d'abord effectivement le besoin de réaliser un inventaire détaillé des œuvres qui sont présentes dans le monument. Une fois que ces œuvres sont identifiées et localisées, il y a effectivement le besoin d'étudier ces œuvres, de mener une étude scientifique la plus complète possible sur ces œuvres. Il y a évidemment un besoin évident de conservation du monument, de manière à pouvoir assurer le suivi dans le temps des dégradations, pouvoir imaginer des solutions de préservation. Et puis enfin, la dernière grande famille de besoins, c'est celle de la diffusion, puisque notre patrimoine appartient à tous. Et ces informations qui sont récoltées dans la grotte doivent être accessibles au plus grand nombre, que ce soit le comité scientifique, mais aussi le grand public. Il y a bien donc nécessité d'une sauvegarde d'une mémoire de la grotte, et l'acquisition d'informations qui permettrait d'orienter des actions de préservation du monument. Et puis, effectivement, en dernier lieu, ces informations doivent être diffusées au plus grand nombre. Le problème sur la grotte, vous l'avez compris, c'est que c'est un monument qui est inaccessible. Concernant toutes les informations rattachées à la géométrie, la 3D apporte les outils effectivement qui vont permettre d'assister les professionnels dans la gestion de ces besoins. Alors, je vais faire un deuxième petit préalable sur les conditions d'intervention. La grotte, donc effectivement, l'accès se fait à 37 mètres sous l'eau, ce qui signifie que dans le quotidien des interventions dans la grotte, on passe d'abord par une phase où on est obligé de plonger. On a une petite vidéo où je vais raccourcir, présenter juste des extraits. Voilà, on part de la surface, on se laisse chuter jusqu'à l'entrée du porche. Voilà. On arrive à l'entrée de la grotte qui aujourd'hui est barrée par une grille de manière à interdire l'accès, parce que
Il ne s'agirait pas, d'une part pour des questions de sécurité, pour les gens qui tenteraient d'y rentrer, et puis pour préserver les œuvres, que n'importe qui puisse rentrer impunément dans la grotte. Donc, au passage, c'est une grille qui a été conçue grâce à des opérations relevées tridimensionnelles devant le porche de la grotte que l'entreprise Furo a réalisé il y a 3-4 ans de ça à peu près. Voilà, on voit le plongeur effectivement se présenter, rentrer. Et là, on attaque effectivement les premiers mètres de la progression dans la grotte. Vous remarquez qu'il y a un fil d'Ariane. Parce que le gros problème de l'accès, c'est que le sol est couvert une grosse couche de sédiments. Et dès que vous avez le malheur de remuer ces sédiments, la visibilité est réduite à zéro. Ce qui a valu un accident le 1er septembre 1991, donc 2 jours avant la déclaration de découverte, qui a fait 3 morts. 4 plongeurs sont pénétrés dans le siphon, un seul est ressorti vivant. Vous remarquerez la façon particulière du plongeur de palmer, puisqu'il est hors de question que les palmes puissent effectivement soulever ces sédiments. Je vais aller un peu plus loin dans la progression. Donc le tunnel fait... Alors, le parcours complet fait à peu près 180 mètres si on compte de la surface dans la calandre jusqu'à la surface dans la grotte, au plus court. Et la partie sous plafond, purement sous plafond, ce qu'on appelle sous surface non libre, on ne peut pas monter pour aller chercher de l'air en surface, fait exactement 136 mètres. Voilà, mais au bout de 136 mètres, on n'est toujours pas sorti de l'eau, mais par contre, on est en surface dans la grotte. Voilà, là, on débouche dans la première salle de la grotte. Donc vous voyez les concrétions, toute cette partie de la grotte est aujourd'hui perdue au niveau de tout l'arc qu'elle pouvait receler et noyée complètement. Donc la plus grande partie de la grotte est sous l'eau. On aperçoit un petit peu un effet sirupeux, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'eau douce qui surnage sur le plan d'eau. Voilà, et là on arrive au bout du fil d'Ariane, et on va arriver dans le secteur 106, qu'on appelle la plage, et sur laquelle on vient s'échouer, et on est rentré dans la grotte. Donc ça, c'est le quotidien des interventions dans la grotte. C'est seulement quand on est sorti dans la grotte que le travail commence. Alors, voilà. Donc une fois qu'on a quitté nos équipements de plongée, on attaque la phase de travail et d'acquisition tridimensionnelle. Donc là, les difficultés ne s'arrêtent pas là, puisque on est obligé de travailler dans l'eau, avec des équipements qui ne sont pas forcément conçus pour. Et quand on sort de l'eau, vous le verrez tout à l'heure, la grotte a une morphologie qui fait que les déplacements dans la grotte ne sont pas simples du tout. Il y a des parties qui sont très exiguës et qui sont pourtant décorées. Donc, dans le reste de la journée, effectivement, on a aussi toute une partie qui est très physique, de manière à pouvoir assurer les enregistrements. Donc c'est relevé 3D. Je vais faire un petit préambule sur la technique de numérisation 3D. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle numérisation 3D? La numérisation 3D, c'est la saisie rapide et automatique de points en 3 dimensions avec une densité très élevée et sans contact. Le premier produit effectivement de cette numérisation, c'est ce qu'on appelle un nuage de points 3D. C'est un ensemble de points tridimensionnels, denses, qui restituent à une certaine résolution la surface de l'objet relevé. Pour illustrer cette définition, j'ai inséré le nuage de points d'un objet qui a été numérisé, qui est présent dans le musée Saint-Raymond à Toulouse. Donc vous pouvez récupérer le modèle d'ailleurs sur le site Sketchpad du musée.
C'est une pièce qui fait à peu près 60 cm de large et 1,20 m de long. Et vous voyez que si je zoome dans le modèle, eh bien, ce qu'on a, c'est des points qui décrivent effectivement la géométrie, mais entre ces points, vous n'avez pas d'information du tout. Donc la numérisation, quand on parle et qu'on envisage la numérisation, il faut toujours avoir conscience qu'est attachée à cette numérisation la notion de résolution. En dessous de cette résolution, l'information n'est plus exploitable. Ces nuages, ensuite, généralement, on les transforme dans des objets exploitables, et notamment ce qu'on appelle des maillages 3D. Un maillage, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de peau numérique qui relie les points par une surface. Donc c'est déjà une modification de la donnée brute d'acquisition et qui restitue effectivement cette surface. Ensuite, en fonction de la densité de cette fameuse résolution, vous obtiendrez une information plus ou moins fine. Là, ici, j'ai décliné de modèles à deux résolutions différentes. Vous voyez que quand on passe à un facteur 2, l'information se perd assez rapidement. Ces modèles, ensuite, généralement, on les complète par ce qu'on appelle une texture, c'est-à-dire de l'image photographique qui est plaquée sur ce modèle. Alors, on peut tricher en augmentant la résolution de ces photographies, parce que ces photos sont plus faciles à gérer que les modèles 3D de manière générale. Ce qui permet assez souvent de duper en fait, la personne qui exploite ces modèles. L'industrie du cinéma sait très très bien le faire, par exemple. Le problème, c'est que quand on est dans une démarche d'études scientifiques, l'image apporte de l'information, mais le relief aussi. Donc le piège des modèles texturés, c'est que parfois, ils donnent l'impression d'apporter l'information là où en fait elle n'existe pas dans le numérique. On peut le voir ici, par exemple, au centre de la fleur, le modèle ne restitue pas les petits trous qu'il y a, les nervures des feuilles n'apparaissent pas du tout dans les modèles. Donc, envisager une numérisation 3D, c'est bien avoir conscience de ce niveau de résolution dans les deux types d'objets, image et 3D. La grotte Cosquer, c'est un lieu très intéressant aussi pour un topographe parce qu'elle a vu évoluer la technologie de numérisation. C'est l'endroit où a eu lieu les toutes premières numérisations. Avant de parler de numérisation, je tiens à signaler aussi qu'il y a une première cartographie qui a été faite par Yves Biot du Drasme avec des techniques quasi manuelles, très simples, mais qui a abouti à cette cartographie relativement précise finalement. On l'a comparée aux données issues du scan. Et ce document aujourd'hui est encore utilisé parce que quand on est dans la grotte, on est dans un endroit fermé, sombre. Et le seul moyen d'arriver à se repérer, finalement, ça a été ce document. Donc, quand on a mené les opérations de numérisation 3D, on a systématiquement pointé nos positions de manière à faire une première analyse in situ du recouvrement. Et ce document, malgré la simplicité de la technologie, la technique qui a permis de le produire, est très utile. En 1994, il y a une première opération de numérisation 3D qui a été menée par EDF avec un capteur qui était à l'époque quasiment encore à l'état de prototype. C'était une opération pionnière. C'est la toute première fois qu'une opération de numérisation 3D a eu lieu dans le monde. Elle a abouti à la production d'un nuage de points de quasiment 5 millions de points qui ont été relevés en un peu moins de 70 heures, avec un capteur qui numérisait une vitesse de 100 points par seconde. Il fallait une alimentation 220, le pilotage était fait depuis l'extérieur de la grotte, un appareil relativement lourd, assez encombrant. Donc, ce qui fait que cette opération était d'autant plus remarquable. Vous le verrez, la technologie a quand même bien évolué depuis. Alors, l'approche aujourd'hui, en termes de numérisation 3D, c'est une approche multiscalaire. Qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer dans Cosquer? On a d'abord, vous l'avez vu avant, des images artistiques qui représentent l'environnement de la grotte avant de la montée des eaux. Et aujourd'hui, pour pouvoir finalement reconstituer et avoir une approche scientifique sur ce paysage, on a besoin de numériser cet environnement, ce paysage. À une plus petite échelle, on a bien sûr besoin de numériser la grotte en elle-même, son volume, son espace, et puis
Tout ça, bien sûr, au-dessus et en dessous de l'eau. Et puis, on a aussi besoin de mesurer des œuvres très détaillées, des peintures, des gravures. Ces œuvres sont situées au-dessus de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sous l'eau a malheureusement disparu. Alors, en face, bon, bien sûr, les besoins exprimés face à ces trois hiérarchies, on va dire, d'objets à numériser. Plus l'échelle est grande, plus la densité de points, on va dire, moins la densité va être importante. C'est lié aux technologies qui sont effectivement mises en œuvre dans le cadre de ces numérisations. Aujourd'hui, quand on numérise un paysage, on enregistre généralement des nuages de points qui ont des densités sous le mètre. On peut descendre jusqu'à 10 cm, c'est déjà énorme, mais il faut retenir cet ordre d'idée de densité de points. Quand on s'attaque à un espace un peu plus réduit, comme celui de la grotte, ça peut être un bâtiment, on numérise généralement des densités de l'ordre d'un point tous les 2 à 10 mm. Et puis quand on a besoin vraiment de détails, là pour le coup il faut que les densités descendent en dessous du millimètre, pour bien sûr pouvoir enregistrer les micro-reliefs des objets. En face de ces densités, de ces types d'environnements à numériser, on met en place des techniques différentes qui utilisent des capteurs différents. Que ce soit effectivement de la photogrammétrie pour les tout petits détails, de la lasergrammétrie pour les détails un peu plus grands, et puis quand on parle de paysage, on met en œuvre des techniques de type LIDAR aéroporté ou bathymétrie multifaisceau pour ce qui est des parties sous l'eau. Toutes ces technologies ont été, sont actuellement et vont être mises en œuvre dans Cosquer et autour de Cosquer. Pour l'anecdote, le relevé LIDAR des calanques a été réalisé il y a quelques années par le groupe Fugro, qui est intervenu pour le CHIOM, le service hydro-océanographique de la marine. Dans le cadre du projet Vue 3D, Fugro a numérisé tout l'arc méditerranéen depuis la frontière espagnole jusqu'à la frontière italienne. Nos avions sont passés au-dessus de Cosquer. Le hasard a fait que j'étais dans le bureau du collègue qui gérait ça. J'ai immédiatement récupéré au passage les nuages de points qui ont couvert la grotte. Mais sachez que ces données sont disponibles en libre accès sur le site du CHIOM. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez les exploiter. C'est des moyens qu'on mixé LIDAR terrestre et un petit peu bathymétrique. Les lasers ont un peu pénétré dans l'eau. Vous voyez qu'on a réussi à récupérer des points quand même sous l'eau, mais la densité est vraiment très faible. Donc ça va nécessiter effectivement de faire des compléments, le lever bathymétrique de manière à densifier les points et d'acquérir les points qui sont sur le tombeau. Les moyens sous-marins, nous allons les mettre en œuvre à partir de cette année, que ce soit donc des levées bathymétriques acquis depuis la surface. On va descendre un laser sous-marin, qui est une technologie unique, très pionnière, et qui va permettre de numériser à une résolution de 5 mm le porche d'entrée de la grotte. Et puis aussi le tunnel d'accès et les parties noyées de la grotte. Mais on va compléter cette numérisation par des relevés photogrammétriques systématiques aussi, de manière à densifier les zones dans la grotte. Je vais vous décrire maintenant plus en détail les technologies de photogrammétrie et de lasergrammétrie, puisque là nous avons des premiers résultats que je vais vous montrer. Alors la lasergrammétrie effectivement utilise des capteurs qu'on appelle les scanners 3D. Un scanner 3D c'est quoi? C'est ni plus ni moins un appareil qui mesure une distance. Une distance mètre laser vous pouvez utiliser pour mesurer la largeur de votre salon par exemple. Mais ce distance mètre il est couplé à un capteur qui va mesurer l'incidence verticale de la pulsion laser. Et l'ensemble est monté sur un deuxième capteur qui lui va faire tourner l'appareil, auquel cas on va numériser effectivement avec une résolution angulaire un point tous les tant de degrés verticalement et tant de degrés horizontalement. Le capteur qu'on utilise aujourd'hui, alors j'ai remis les caractéristiques du capteur qui avait été utilisé en 1994, il numérise 1 million de points par seconde. Il est très léger, il fait 5 kg, il est tout petit. Si je dois matérialiser sa taille, à peu près aujourd'hui, il est grand comme une demi-feuille A4.
Donc c'est très léger, très petit, ce qui fait qu'on peut le mettre en œuvre un peu partout dans la grotte, tant qu'on ne le met pas dans l'eau. Et puis il est autonome, pas besoin d'ordinateur, pas besoin de batterie externe, il embarque tout. Ce qui fait qu'on le rentre, on le met sur son trépied, on l'allume et c'est parti. Donc très rapide, une numérisation en moins de 2 minutes. Donc ça permet de pouvoir numériser énormément de points rapidement et plus facilement que ce qui avait été fait auparavant. Voilà, donc le principe de la mesure, donc ce qui est enregistré, finalement, par position, c'est ni plus ni moins qu'une image panoramique, avec des pixels. En ligne, vous avez l'angle vertical. Chaque colonne correspond à un angle horizontal, et dans chaque pixel est enregistrée l'information de la distance. Donc c'est vraiment, là vous avez sous les yeux l'image brute d'acquisition d'un scanner, et c'est le logiciel ensuite qui transforme cette information en image de plan. Donc c'est une façon très rapide et puis de numériser. Ça permet de stocker énormément d'informations de manière très simple. Donc les fichiers sont relativement légers, à peu près 170 mégas par position. Le problème, vous le voyez ici, c'est que vous dépendez de point de vue. Donc pour pouvoir assurer une numérisation complète, il va falloir déplacer le scanner de manière à assurer une couverture complète des objets, contourner les masques, et de manière à assurer une densité de points la plus homogène possible sur l'intégralité des objets présents dans la route. La difficulté étant bien sûr de pouvoir repérer ces masques et de pouvoir ajuster les positions cas échéant. Pour Cosquer, on a développé en plus un petit outil. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le capteur enregistre la couleur au passage, il y a une caméra intégrée. Le problème, c'est que dans Cosquer, vous êtes dans le noir complet. Donc on a conçu un petit système qu'on a imprimé en 3D, qu'on a équipé de LED, qui est coaxial avec l'appareil photo et qui permet d'éclairer de manière homogène le champ de prise de vue du scanner. Ça permet effectivement d'apporter, de compléter les informations géométriques par l'information colorimétrique de ce qui est numérisé. Et puis au passage, on a pu assurer une couverture de la grotte par des images panoramiques couleur. Donc voilà, l'acquisition brute auquel vient se coupler, auquel est couplée l'information de la couleur. Aujourd'hui, on a numérisé près de 350 positions dans la grotte. Ça fait en moyenne une position tous les 5 mètres. A l'inverse, je dirais que n'importe quelle surface de la grotte est située à moins de 5 mètres d'une position scanner. Ça permet comme ça d'assurer la production d'un nuage de points qui a une densité à l'échelle de la grotte moyenne de l'ordre d'un point tous les 2 mm. Je suis fait un petit calcul, on a enregistré pas loin de 10 milliards de points dans la grotte, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que ce qui a été enregistré dans la cathédrale de Notre-Dame avant l'incendie. Le problème, c'est qu'on a un capteur qui est précis à 2 mm, donc même si la densité est plus forte, les éléments qui ont une taille inférieure à 10 mm sont difficilement perceptibles dans ce type d'archives. Et du coup, on ne peut pas les étudier. D'où la nécessité de faire des compléments photogrammétriques à l'aide d'une technologie qui va permettre de descendre dans cette précision et cette résolution. La photogrammétrie, le principe, je vais passer très vite dessus, vous assurez une couverture photographique d'un objet de manière à ce que dans les prises de vue, on puisse voir cet objet sous différents points de vue, avec un fort recouvrement stéréoscopique. Et si vous connaissez la position et l'orientation de chaque photographie, et bien mathématiquement, en fait, vous pouvez, en pointant l'image d'un même point dans différentes photos, reconstruire sa position réelle dans le système de coordonnées dans lequel vous travaillez. En pointant tous les points caractéristiques, vous pouvez reconstruire finalement la géométrie de l'objet qui est photographié. Ça, c'était la façon de travailler en photogrammétrie il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, l'informatique permet d'automatiser cette détection de points homologues et les logiciels sont capables d'appareiller chaque pixel des photographies commun à l'ensemble des photographies qui ont été prises. Donc, on est capable de produire des millions et des millions de points à partir d'une série de prises de vue photographiques. Toute la problématique, bien sûr, est dans la connaissance et la précision de la détermination de la position et de l'orientation de ces prises de vue. Alors, comment on fait les appareils photo ne sont pas intelligents au point de pouvoir se localiser eux-mêmes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait dans ce qui est produit quelques points caractéristiques dont on connaît les coordonnées,
Et ça permet, comme ça, par le calcul, de positionner, mettre à l'échelle et d'orienter les prises de vue. Dans Cosquer, donc cette phase est en cours, on utilise des appareils qui font 50 millions de pixels et on réalise des prises de vue à des distances qui permettent d'assurer une résolution d'à minima le dixième de millimètre par pixel. On utilise bien sûr des éclairages calibrés avec un diviseur de couleur quasiment près de 100%. On assure un très fort recouvrement stéréoscopique, ce qui nous permet de produire effectivement des nuages de points par corrélation à des résolutions d'ordre du dixième de millimètre. L'extraction de points, effectivement, il est nécessaire. Si cette technologie est capable de produire ces images à cette résolution extrêmement fine, la garantie d'une mise à l'échelle et de la géoréférencement ne passe que par l'utilisation de points 3D connus. Et ces points, ils sont extraits de la lasergrammétrie. Donc, photogrammétrie et lasergrammétrie, là pour le coup, c'est vraiment deux techniques totalement complémentaires, mais liées de manière à pouvoir, d'un côté, affiner la résolution, et d'un autre côté, assurer cette mise à l'échelle et ce recalage de prise de vue. Alors, les restitutions possibles, pour le coup, elles sont nombreuses. L'exploitation a commencé. D'abord, effectivement, la constitution de bases de données géoréférencées, et notamment le géoréférencement des œuvres. Donc, il y a une base à peu près de 500 œuvres qui existent et qui n'étaient pas géoréférencées. Donc, aujourd'hui, à partir de nos données, le ministère de la Culture a pu positionner avec une précision de quelques millimètres les œuvres. C'est en cours. On peut produire bien sûr des cartographies. Vous avez ici une cartographie sous forme de niveau de couleur des sols. On peut faire la même chose sur les plafonds. Du coup, on peut faire des cartographies de différence, caractériser les zones où l'homme pouvait se tenir debout, par exemple, celles où il était accroupi, celles où les plafonds sont inaccessibles. Ça permet de classer, par exemple, les différentes zones et de pouvoir aller concentrer les études dans les zones où l'homme est physiquement, il était possible d'intervenir. Voire de localiser des zones où la surface était inaccessible, ce qui signifie peut-être que l'homme a trouvé un moyen d'accéder à ces zones qui étaient pourtant inaccessibles. On produit bien sûr des maillages 3D, vous avez un petit bout, je vous montrerai tout à l'heure sur le panneau des chevaux. On peut bien sûr produire ensuite derrière des visites panoramiques 360, basculer dans la réalité virtuelle. Le nuage de points que je vous montrerai tout à l'heure, on l'a mis dans les casques et on a pu se promener dedans. Et puis, dernière exploitation possible, c'est celle de l'impression 3D, puisque les modèles ensuite peuvent être envoyés vers les machines, de manière à reproduire les géométries qui ont été numérisées. Là, vous avez un petit exemple qui a été produit sur le boutin. Sur ce modèle blanc, vous pouvez ensuite projeter la texture et partir dans des exploitations comme de l'explication, projeter les interprétations. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Ce que je vais vous montrer, c'est d'abord le nuage de points. Alors, dans ce que je vais vous montrer, il est un petit peu dégradé parce qu'il est sur mon portable. Et ça va vous permettre déjà d'appréhender la géométrie de la grotte, vous vous rendre compte à quoi elle ressemble. Voilà. Là, on se trouve sur la plage, l'endroit où on arrive en fait quand on arrive dans la grotte. Et puis, je vais vous amener. Alors, les sphères que vous voyez, c'est les positions de scan. Donc, à chaque sphère correspond une image panoramique. Je vais me déplacer. Attendez, je me suis trompé de bouton. Je vais me déplacer dans la grotte en espérant ne pas vous donner trop de tournis. Et on va aller voir le panneau des chevaux. Alors, pendant le déplacement, je vais passer à travers les compressions, excusez-moi. Pendant le déplacement, effectivement, la densité est un peu réduite parce qu'il faut permettre au logiciel quand même de naviguer. Vous voyez déjà la morphologie de la grotte. On a un plafond effectivement en pente qui est très très proche du niveau d'eau. Ici, quand on arrive au panneau des chevaux, il faut être quasiment assis en fait pour pouvoir contempler le panneau. Donc ici vous avez les nuages de points. On peut à tout moment bien sûr basculer dans l'image panoramique qui correspond. Voilà. Et si vous voyez en bas,
vous avez effectivement les coordonnées. Derrière, toutes les pixels sont rattachés des informations géoréférencées. Alors j'ai un petit peu réduit les coordonnées Lambert, mais on est dans le système de coordonnées nationales. On sait qu'elle a une précision à peu près du mètre, on va dire. Mais toutes les œuvres sont géoréférencées. Ce qui permet déjà, effectivement, par exemple, ce petit boutin que vous apercevez ici, ou le cheval, on va pouvoir, si on veut, mesurer. Voilà. La taille de l'encolure, 23 cm. On peut extraire de l'information, rajouter des points. Voilà. Vous êtes dans une image panoramique, donc effectivement le panneau des chevaux, je pense que pour ceux qui connaissent un peu Cosquer, vous l'avez beaucoup vu sur Internet. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il suffit de tourner la tête pour en apercevoir un quatrième ici, un cinquième ici, un sixième derrière. Ah, je l'ai passé. Ah, je suis ici, il est là. Voilà. Donc c'est un endroit effectivement qui est très décoré. Des gravures partout, qu'il va falloir interpréter. Des tracés digitaux. Au passage, vous voyez le niveau d'eau qui apparaît, ce qui nous a permis effectivement du coup de mesurer sa coordonnée, de la prolonger dans la grotte et de pouvoir caractériser les zones qui ont été exposées, parce qu'il y a une incidence directe par exemple sur les datations qui ont été faites. Voilà, je vais vous emmener rapidement voir 2-3 autres œuvres. Le panneau des chevaux, on va aller voir le panneau des méduses. Toc, il est là. Voilà. Donc c'est que du point. Hein. On a gardé l'information quasiment brute, même si derrière, effectivement, c'est maillé. Mais voilà. Je vais basculer. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Le cerf. Je vais aller un peu vite. Voilà ici. Vous retrouvez effectivement les œuvres que Luc présentait rapidement tout à l'heure. Le cerf qui est ici. Avec l'eau. Le cheval, effectivement, qui parfois est quasiment sous l'eau. J'ai une position un peu plus proche, attendez, je vous montrerai l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut aller voir rapidement? On va aller voir la main rouge. Hop là. Donc là, on vient de traverser la grotte en une seconde, excusez-moi. Mais on va aller un peu. Notre temps est compté, mais voilà. Au passage, bien sûr, on a l'image associée. Vous avez une petite carte ici qui vous montre effectivement la position dans laquelle on peut effectivement assez facilement se repérer aussi. On a des mains un peu plus bas. Je vais vous emmener voir les pingouins. Donc les pingouins, ils sont situés pile au niveau du passage entre la salle 1 et la salle 2. C'est un tout petit hublot qu'on passe quasiment à 4 pattes. Donc la salle 1 est derrière moi, là. Voilà. Le passage de la salle 1 est ici. Toute petite fenêtre. Et puis quand on passe cette fenêtre et qu'on lève la tête, on tombe sur les pingouins. Une fois qu'on est rentré dans la salle 2 et qu'on redescend et qu'on se dirige vers le nord, eh bien, on tombe sur les mains noires qui sont ici et ici. Voilà. Donc au passage, hier je me suis amusé à mesurer la taille de la main, je me rends compte que c'est à peu près la même que la mienne, en tout cas que quelqu'un d'à peu près 1,80 m aujourd'hui. Voilà, là donc c'est la première archive effectivement de la grotte qui a été produite. Elle permet effectivement d'appréhender la volumétrie générale de la grotte, de positionner à une précision d'ordre de quelques minutes les heures, et puis de découvrir cet espace. Alors, on est rentré dedans, mais excusez-moi.
on peut basculer dans des vues infographiques, enfin des vues graphiques, excusez-moi. Voilà. Vue de dessus, vue de côté. Vous voyez qu'elle est effectivement quand même très refermée. Donc ça, c'est un outil de travail qui a été fourni au ministère de la Culture et qui commence à être exploité pour pouvoir poursuivre ce travail d'inventaire. C'est des données qui peuvent être aussi exploitées pour les comparer à une numérisation qui pourrait avoir lieu plus tard, de manière à voir comment évoluent les œuvres. Je vais passer à les premières restitutions photogrammétriques. Et puis on va s'arrêter là. Oui. J'en ai pour une minute, donc on va montrer un modèle maillé issu d'une campagne photogrammétrique et puis on va charger tout ça. Voilà. Là, j'ai la lumière qui va venir. Voilà. Donc on est dans un modèle maillé qui a une précision. Alors l'original, effectivement, a une résolution de l'ordre du dixième. Là, pour la démonstration, je l'ai un peu dégradé parce que sinon c'est un peu lourd à afficher pour le portable. Et voilà, vous voyez qu'on a relié les points par des petites surfaces de manière à restituer le relief. Et puis derrière, je peux par exemple m'amuser à reproduire ce qu'on a tendance à faire devant ces œuvres-là, c'est-à-dire faire varier les éclairages. On peut même rajouter des sources de lumière de couleurs différentes, de manière à essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'on voit et de détecter des gravures un peu plus fines. Dans cette archive-là, on peut faire des sections. Dans les gravures, ce qui nous a permis par exemple dans le cas du bouquin, de voir que c'était un droitier qui avait fait la gravure. Voilà. Donc là, le travail de numérisation inframémétrique est en cours. C'est un très très gros travail et qui va consister effectivement à produire ce type de restitution sur toutes les œuvres gravées et peintes. Voilà, donc on va conclure. La 3D qui est enregistrée dans Cosquer aujourd'hui, voilà, j'ai un peu le sentiment de l'allégorie de la caverne à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'images qui sont sorties sur la grotte. La technologie fait trop fantasmer aussi. J'entends parler de clone numérique. J'ai insisté pendant cette présentation sur la notion de résolution, de densité de points. C'est une technologie qui a des limites. Donc on essaie de pousser un peu ces limites, mais le travail, il est toujours de répondre à des besoins, et besoins de spécialistes. Donc, j'aime pas parler de clone numérique. La virtualisation ne trouve son intérêt que dans la mesure où elle répond à des objectifs et aux besoins de spécialistes. Et on essaye effectivement de pouvoir répondre à ces besoins à l'aide d'un objet numérique, mais tout ce qu'on numérise, tout ce qu'on a numérisé, tout ce qui sera numérisé dans la grotte ne pourra pas empêcher certains spécialistes de devoir remplir le monument de manière à pouvoir affiner, mieux comprendre les œuvres qui ont été peintes. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas régler avec un clone numérique. On ne peut pas faire de datation 44, on ne peut pas faire d'analyse de matériaux. Il y a énormément d'autres disciplines effectivement pour lesquelles la 3D n'apporte aucune réponse. Merci.